Cette histoire vraie va vous glacer le sang et vous faire réfléchir à 2 fois avant votre prochaine sortie au parc public. Une jeune femme de 24 ans pensait simplement faire son jogging quotidien, mais elle ne savait pas qu'elle était observée et photographiée depuis des mois par un inconnu dangereux. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette situation terrifiante a basculé dans l'horreur absolue et comment un simple numéro de téléphone a révélé l'ampleur de cette menace réelle. Tout commence durant l'été 2013. Sarah, une jeune diplômée de 24 ans, vient de terminer ses études supérieures et vit temporairement chez son père en Californie dans sa maison d'enfance. Ses journées suivent une routine bien établie. Le matin, elle postule pour des emplois en envoyant son curriculum vitae et sa lettre de motivation en ligne, puis l'après-midi, elle se rend dans un grand parc pour un entraînement sportif vigoureux. Cette organisation lui permet d'être productive tout en maintenant sa forme physique. Sarah habite dans un quartier de classe moyenne supérieure d'une grande ville, dans une zone sans trottoir. Les promenades ou jogging dans son quartier sont donc impossibles. Elle souffre également d'allergies sévères à l'herbe du parc de quartier situé à seulement 5 minutes en voiture de chez elle, ce qui l'oblige à chercher une alternative plus éloignée. Presque quotidiennement, elle fait le trajet vers un parc beaucoup plus grand qui, bien qu'il soit situé à 20 ou 25 minutes de chez elle, dans une partie légèrement plus douteuse de la ville, offre une très belle piste de jogging et des paysages paisibles magnifiques. Ce parc dispose d'un lac artificiel entouré de diverses espèces d'oiseaux, créant un environnement idéal pour ses séances d'entraînement. Elle maintient fermement cet horaire quotidien pendant la semaine, s'accordant une pause bien méritée le week-end. Étant donné que ces visites se font pendant la journée, en semaine durant l'été, le parc est principalement fréquenté par des personnes âgées, des mères accompagnées de jeunes enfants et des adolescents en vacances scolaires. Bien qu'elle visite habituellement le parc approximativement à la même heure chaque jour, elle ne remarque jamais vraiment voir les mêmes personnes régulièrement. Le parc est suffisamment grand et Sarah apprécie particulièrement le fait que le sentier de jogging autour du lac artificiel ne soit jamais encombré de monde. Même si le parc se trouve dans une partie légèrement moins agréable de la ville, elle ne se sent jamais nerveuse ou en danger pendant ses activités sportives. Il y a toujours suffisamment de personnes normales dans les environs, et elle évite soigneusement les parties désolées ou isolées du parc. En tant que fille d'un avocat et nièce d'un ancien agent du Bureau fédéral d'investigation, Sarah a toujours été éduquée à être très consciente de son environnement et elle remarque habituellement les détails suspects ou les situations anormales. Elle ne ressent jamais cette sensation d'inconfort ou de danger imminent lors de ses entraînements au parc. Sa stratégie est simple, elle garde ses distances avec les autres usagers, travaille dur pendant son entraînement, puis repart immédiatement chez elle. Le 24 août, qui tombe un samedi, Sarah se trouve à la maison en train de parcourir la section Connexion ratée de Craigslist, une activité qu'elle pratique parfois pour se divertir quand elle s'ennuie. Dans la section Homme cherche femme, elle découvre un post intitulé « Je dois le dire à la femme que je vois marcher », avec l'emplacement affiché comme la ville exacte dans laquelle se trouve le parc où elle s'entraîne quotidiennement. Intriguée et quelque peu inquiète, elle ouvre le post pour en lire le contenu. Si vous appréciez ce type de contenu troublant mais captivant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires vraies et terrifiantes. Cela nous donne vraiment de la force pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs réservés aux abonnés de la chaîne. Le post est rempli d'erreurs d'orthographe et de grammaire, mais cette personne décrit essentiellement Sarah de manière très précise et détaillée. L'inconnu mentionne ses vêtements d'entraînement, son apparence physique, la description de base du parc, l'heure exacte à laquelle elle vient s'entraîner, et même des détails très spécifiques incluant les lunettes de soleil particulières et la couleur exacte des baskets qu'elle porte habituellement. Il mentionne qu'il voudrait en savoir plus sur elle et qu'il ressent une connexion spirituelle profonde avec cet inconnu. Comme Sarah l'a mentionné précédemment, elle n'a jamais remarqué personne en particulier au parc et certainement personne qui l'avait apparemment observé attentivement pendant ses séances d'entraînement. Elle est très effrayée par cette découverte, mais elle doit admettre qu'elle ressent également une curiosité malsaine de savoir qui peut être cette personne mystérieuse et comment elle connaît tous ces détails intimes sur ses habitudes quotidiennes. L'étape suivante semble évidente malgré les risques. Sarah est trop curieuse pour ignorer cette situation étrange. Elle crée un compte Gmail temporaire et jetable, puis répond au poste de l'étranger sur Craigslist sans vraiment s'attendre à recevoir une réponse rapide. À sa grande surprise, une réponse arrive presque immédiatement, ce qui confirme que cette personne surveille activement sa boîte email. Sarah lui pose plusieurs questions importantes, notamment concernant la partie spécifique du parc à laquelle il fait référence et qui il est réellement. Elle s'attend presque à ce que cette personne ne fasse que jouer une sorte de blague de mauvais goût ou une plaisanterie déplacée. Il répond immédiatement avec des détails troublants.
Il confirme qu'il fait effectivement référence au parc exact que Sarah visite quotidiennement. Il s'identifie sous le nom de Mike et fait ensuite quelque chose de si incroyablement effrayant que Sarah n'arrive pas à y croire. Il joint environ 7 images qu'il a prises d'elle en train de jogger et de marcher dans ce parc. Ces photos s'étalent sur plusieurs mois, des premières prises il y a plusieurs mois jusqu'aux plus récentes datant de seulement quelques jours auparavant. Les photographies sont des photos de harceleurs classiques. Elles sont légèrement granuleuses et clairement prises avec un téléphone portable depuis une distance considérable. Mike demande ensuite directement « Est-ce que c'est vous sur ces photos ?» Sarah commence à paniquer complètement face à cette situation terrifiante. Elle pense qu'elle doit jouer la carte de la tranquillité et garder son sang-froid. Sarah regarde beaucoup d'émissions de crimes réels pour le plaisir et se considère comme une sorte de détective amateur passionné. Elle croit savoir exactement ce qu'elle doit faire dans cette situation délicate. Sarah veut essayer de collecter autant d'informations que possible sur cet homme mystérieux et tenter de découvrir qui il est réellement sans révéler trop de choses personnelles sur elle-même dans le processus d'enquête. Elle ne confirme jamais, ni ne nie que les images sont effectivement d'elle, mais elle insiste fermement pour savoir qui il est, à quoi il ressemble physiquement et d'autres informations personnelles cruciales. Mike se décrit comme un homme de 33 ans, ancien militaire, mesurant environ 1,85 m, en forme et musclé avec des cheveux courts brun foncé, une peau olive et quelques tatouages distinctifs sur le corps. Il mentionne qu'il travaille dans un immeuble de bureau situé près du parc et qu'il emmène souvent son chien dans cette zone pour des promenades pendant sa pause déjeuner quotidienne. Il continue en affirmant qu'il est absolument certain d'avoir attiré son attention à plusieurs reprises et qu'elle le reconnaîtrait définitivement si elle le voyait en personne. Il déclare de manière particulièrement inquiétante « Quand je cours, je ralentis exprès pour vous regarder attentivement », ce qui confirme son comportement de harceleur. Sarah essaie de fouiller dans sa mémoire pour voir si elle a jamais remarqué quelqu'un qui correspond à cette description physique, mais elle ne se souvient vraiment d'aucune personne correspondant à ce profil. Espérant que rien de pornographique ou d'inapproprié ne viendra dans sa direction, Sarah demande courageusement une photographie de son visage pour vérifier son identité. Environ 30 minutes plus tard, elle reçoit 3 images différentes par email. Sarah ouvre les images et réalise clairement qu'elles représentent 3 hommes complètement différents les uns des autres. Aucun de ces hommes ne correspond vraiment à la description physique détaillée qu'il avait fournie de lui-même précédemment. Une recherche d'images inversée rapide sur Google confirme définitivement qu'il lui a envoyé de fausses photographies représentant 3 hommes différents. 2 d'entre elles semblent choisies au hasard, comme s'il avait volé des photos sur Facebook ou un autre site de réseau social populaire. Mais la 3e image est particulièrement alarmante et troublante. Cette photographie a été prise sur un site web commémoratif en ligne dédié à un ancien militaire qui était décédé dans des circonstances suspectes plusieurs années auparavant. L'utilisation de cette image est non seulement mensongère, mais également profondément irrespectueuse envers la mémoire de cette personne décédée. Sarah est maintenant agacée que ce pervers joue à des jeux psychologiques avec elle. Elle le confronte directement sur l'envoi de fausses photographies et il répond en lui donnant son numéro de téléphone personnel, la suppliant de l'appeler pour qu'il puisse s'expliquer convenablement. Sarah réalise qu'elle a maintenant une autre pièce à conviction importante sur ce harceleur dangereux. Pleine d'adrénaline et de peur, elle effectue une recherche Google sur son numéro de téléphone, ce qui lui révèle instantanément son nom complet, son adresse personnelle et son âge véritable. Son nom est effectivement Mike, comme il l'avait affirmé, mais il a 42 ans et non 33 comme il l'avait prétendu. Et il vit encore chez sa mère à plein temps. Il habite suffisamment près du parc pour s'y rendre facilement et régulièrement. Sarah recherche également d'éventuelles arrestations antérieures ou des preuves d'antécédents criminels dans les bases de données publiques, mais cette recherche ne donne aucun résultat concluant. Étant légèrement trop curieuse à ce stade critique, Sarah décide qu'elle va l'appeler depuis son numéro de maison fixe, qui est masqué et n'apparaîtra pas sur son téléphone portable. Mike décroche immédiatement et Sarah peut instantanément déterminer qu'il est en réalité beaucoup plus âgé qu'il ne l'avait initialement prétendu lors de leurs échanges écrits. Elle le confronte directement à ce sujet et il nie fermement jusqu'à ce qu'il craque sous la pression et admette qu'il a effectivement 40 ans, mais pas 42, comme les recherches en ligne l'indiquaient. Il explique pathétiquement qu'il ne voulait pas admettre qu'il était considéré comme vieux par les standards de la société moderne. Sarah le confronte ensuite sur ses fausses photographies envoyées précédemment. Il prétend d'abord que les images étaient authentiques et réelles, puis insiste obstinément que 2 des photos représentaient des amis proches à lui et que l'autre était de son frère décédé. Il invente une histoire complète et détaillée concernant la photographie de son supposé frère militaire mort. Sarah sait que cette histoire est également complètement fausse et inventée, parce que son vrai nom de famille,
qu'elle a découvert grâce au dossier public en ligne et le nom de l'homme militaire qui était décédé dans des circonstances suspectes ne sont absolument pas les mêmes. De nombreux autres détails biographiques ne correspondent pas non plus entre les deux identités. À l'insistance persistante de Sarah, Mike finit par envoyer par email ce qu'il prétend être une vraie image authentique de lui-même. L'homme sur cette photographie paraît effectivement plus âgé, corpulent et ce qui ne peut vraiment être décrit que comme graissus et louche dans son apparence générale. Ce pervers n'arrête pas de parler de lui-même pendant des minutes interminables, se vantant de ses voitures luxueuses, de son argent, de ses maisons de vacances, de ses vêtements de créateur coûteux et de son style de vie supposé fastueux. Puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, il devient soudainement vraiment effrayant et menaçant. Mike commence à devenir explicitement sexuel, parlant de la façon dont il aime regarder les femmes s'entraîner dans des vêtements de spandex serrés, et comment il prend plaisir à observer de très jeunes filles et femmes faire de l'exercice dans des tenues révélatrices. Sarah ne se souvient pas exactement comment, mais elle raccroche précipitamment en inventant une excuse pour expliquer pourquoi elle ne peut pas envoyer de messages et textes. Évidemment, elle ne veut absolument pas qu'il obtienne son numéro de téléphone personnel. Avant qu'elle ne raccroche définitivement, Mike mentionne qu'il rencontre des amis dans un bar mexicain et restaurant qui est situé assez proche du parc que Sarah visite quotidiennement. À ce moment critique, Sarah appelle un ami masculin plus âgé et proche nommé Bobby, qui est un avocat professionnel super intelligent mais qui aime également plaisanter et reste assez jeune de cœur. Bobby a toujours été un ami confiant et loyal, presque comme un grand frère protecteur pour Sarah. Sarah raconte toute l'histoire terrifiante à Bobby en détail et il est aussi effrayé qu'elle par cette situation dangereuse. Peut-être sont-ils tous les deux trop curieux de découvrir exactement qui est ce pervers et quelles sont ses véritables intentions. Ils élaborent ensemble un plan pour surveiller discrètement ce bar-restaurant qui est suffisamment proche de la maison de Bobby pour permettre une surveillance efficace, dans le but de voir si Mike se montre effectivement comme prévu. La zone est très fréquentée et ils supposent logiquement que le bar sera très occupé un samedi soir. Ils ne sont donc pas trop inquiets concernant leur sécurité personnelle durant cette opération de surveillance. Depuis que Sarah avait raccroché avec Mike, il avait fait des tentatives répétées et insistantes pour s'engager dans davantage de conversations avec elle par email, bien qu'elle n'ait jamais répondu à ses messages. Toute la soirée, Sarah oscille entre la peur et la curiosité concernant cette mission de reconnaissance. Elle conduit jusqu'à la maison de Bobby, laisse sa voiture dans son allée pour plus de discrétion, et Bobby les conduit dans les environs immédiats et du bar mexicain ciblé. Le plan établi est que Sarah attende dans les gars et dans la voiture qui sera garée stratégiquement au coin de la rue pendant que Bobby entre tranquillement dans l'établissement et commande un verre pour voir s'il peut repérer Mike physiquement. Sarah avait précédemment montré à Bobby la vraie photographie que Mike lui avait envoyée plus tôt dans la journée. Elle ne veut définitivement pas entrer elle-même dans le restaurant, voir Mike en personne et lui confirmer que c'est effectivement elle, la fille, qui l'a harcelé et photographié secrètement pendant des mois. Celui qu'il avait trouvé, avec qui il avait parlé au téléphone et qu'il verrait maintenant en personne pour la première fois. Alors, que ce soit une bonne ou mauvaise idée, Sarah reste dans la voiture et maintient un contact constant avec Bobby qui est à l'intérieur du restaurant mexicain pour la mission de surveillance. Sarah est dans un état si nerveux qu'elle essaie désespérément de rester calme, son esprit fonctionnant à 1 million de kilomètres par seconde et vérifiant compulsivement ses messages textes de Bobby. Peut-être environ 30 minutes plus tard, Bobby quitte précipitamment le restaurant en courant et saute dans sa voiture. Il semble très secoué et pas du tout comme lui-même habituellement. Bobby insiste pour qu'il conduise un peu dans les environs et ne retourne pas chez lui tout de suite par mesure de précaution supplémentaire. Bobby est toujours calme et posé dans toutes les situations et il est très inhabituel de le voir dans cet état de stress visible. Quand ils finissent par arrêter de tuer le temps en conduisant sans but, ils retournent chez Bobby et vont dans sa salle de télévision récemment redécorée pour discuter de ce qui s'est passé dans le restaurant. C'est alors que Bobby raconte à Sarah toute l'histoire terrifiante de sa rencontre avec Mike. Bobby, selon le plan établi, était entré dans le restaurant mexicain et avait obtenu une place stratégique au bar principal. Étonnamment, l'établissement n'était pas aussi bondé que prévu et commençait même à se vider progressivement. Bobby explique que ce qui semblait être une grande fête d'anniversaire était en train de partir et le personnel lui avait dit que la cuisine fermait bientôt et qu'il ne restait que quelques clients dans l'établissement. Peu de temps après avoir commandé une bière au barman, un homme seul est venu s'asseoir directement à côté de lui et a immédiatement commencé à faire de la conversation forcée. C'était particulièrement étrange et le premier signal d'alarme que c'était effectivement Mike. Dans la ville où ils vivent, les étrangers se tiennent généralement à eux-mêmes et n'engagent pas de conversation spontanée avec des inconnus. Ce n'était pas comme si cet homme était ivre et devenait super amical sous l'influence de l'alcool non plus.
Bobby précise que l'homme était complètement sobre et ne semblait même pas boire ou manger quoi que ce soit pendant leur interaction étrange. Bobby confirme à Sarah que l'homme ressemblait exactement à la vraie photographie que Mike lui avait envoyée par email. Il le décrit comme ressemblant à un acteur âgé ou un ancien culturiste plus âgé et hors de forme. Cet homme mystérieux commence alors à se vanter excessivement de son argent, de ses voitures, de ses maisons et de ses possessions matérielles. Exactement comme Mike l'avait fait avec Sarah plus tôt au téléphone fixe. Bobby souligne que la conversation était complètement unilatérale et dominée par cet homme. Bobby ne réussissait qu'à glisser un « wow » ou « oh vraiment » dans un ton aussi peu enthousiaste que possible, ici et là, pendant ses monologues. Puis Bobby révèle que, comme si de rien n'était, l'homme a simplement commencé à divaguer et à s'énerver de manière très visible. Il devient extrêmement en colère en parlant de la façon dont il n'arrive pas à rencontrer de femmes décentes qui correspondent à ses standards élevés. Le frère aîné de Bobby, avec qui il vit, et sa mère souffrent malheureusement de maladies mentales diagnostiquées. Bobby a été exposé à ces conditions toute sa vie et est devenu assez conscient et capable de reconnaître les signes de troubles mentaux quand il les rencontre chez d'autres personnes. Il confirme à Sarah que l'homme était clairement très malade mentalement et potentiellement dangereux. Dangereux. Mike continue encore et encore à propos de la façon dont il regarde et observe les femmes, mais que les choses finissent par ne jamais aboutir comme il le souhaite, jusqu'à ce qu'il décide de prendre les choses en main et d'agir plus directement. En repensant à cette conversation troublante, Bobby et Sarah concluent tous les deux que Mike faisait probablement référence au fait de contraindre ou forcer les femmes à avoir des relations sexuelles avec lui par la violence physique. Sarah est complètement écœurée à ce moment et a l'impression d'avoir vraiment évité une balle dans cette situation potentiellement mortelle. Bobby, dégoûté et en ayant suffisamment entendu à ce moment, explique à Sarah qu'il avait calmement fait semblant d'être fatigué. Il a payé sa bière et s'est levé du tabouret de bar pour sortir vers sa voiture et retrouver Sarah, qui l'attendait. Puis Bobby révèle à Sarah la pire partie de toute cette histoire, celle qui l'a fait encore flipper complètement à ce jour. Alors que Bobby remettait son portefeuille dans la poche de son jean, Mike s'est penché super près de lui et lui a dit de but en blanc dans ce que Bobby décrit comme un ton calme mais d'une certaine manière narquois et menaçant. « Tu peux dire à ton ami que je l'attendrai au parc lundi. » Bobby n'avait jamais mentionné Sarah ou quoi que ce soit concernant leur situation à Mike pendant leur conversation au bar. Et Sarah n'avait jamais mentionné quoi que ce soit de sa vie personnelle, y compris son nom, ses réseaux sociaux, ses amis ou quoi que ce soit du genre à Mike pendant leurs échanges précédents. Après cet incident terrifiant, Sarah arrête complètement d'aller dans ce parc et essaie d'oublier tout l'incident traumatisant. Mike continue à lui envoyer des emails assez régulièrement pendant plusieurs semaines consécutives. Ces messages alternent entre sembler désespérés, lui crier dessus de manière agressive et être intensément sexuel, effrayant et explicitement harcelant. Sarah ne répond jamais à aucun de ces messages électroniques. Elle pense que Mike est vraiment mentalement perturbé et qu'il finira par la laisser tranquille tant qu'elle ne le provoque pas en répondant à ses messages. Sarah avait déjà eu affaire à des situations de harcèlement dans le passé et elle ne veut vraiment pas impliquer son père et passer par toute la procédure avec la police et les autorités compétentes. De plus, elle ne sent pas que Mike représente une trop grande menace immédiate pour sa sécurité personnelle. Elle raisonne qu'il n'a pas son vrai nom, sa vraie adresse e-mail, aucun de ses numéros de téléphone personnel ou d'autres informations personnelles cruciales. Sarah pense que tant qu'elle évite soigneusement ce parc spécifique, elle devrait aller bien et être en sécurité. Des mois entiers passent tranquillement et Sarah arrête de vérifier son faux compte e-mail créé spécifiquement pour cette situation. Elle commence un nouveau travail passionnant et réussit à peu près à oublier complètement Mike et cette expérience traumatisante. Sarah obtient également un nouveau téléphone portable et un nouveau numéro de téléphone portable. Cette décision est prise complètement indépendamment du problème avec Mike et pour des raisons entièrement différentes. Sarah donne son nouveau numéro uniquement à son père, son nouveau patron et une poignée d'amis de toujours en qui elle a pleine confiance. Elle devient très prudente et plus sur ses gardes que jamais à cause de cet incident troublant avec Mike. Sarah ne décroche jamais les appels provenant de numéros bloqués ou privés sur son téléphone portable par mesure de sécurité. Puis le 26 novembre, pendant qu'elle est au travail et concentrée sur ses tâches professionnelles, Sarah reçoit 5 appels consécutifs sur son téléphone en succession rapide de numéros bloqués. Ces appels sont accompagnés de 5 messages vocaux correspondants, suivis immédiatement par un appel supplémentaire d'un numéro qu'elle ne reconnaît pas, mais sans message vocal cette fois. Sarah n'aime pas vérifier les appels personnels pendant sa journée de travail professionnel. Surtout quand il s'agit de numéros bloqués ou non reconnus, et elle chasse cette préoccupation de son esprit pour le moment.
Plus tard cette nuit, une fois rentrée à la maison, Sarah se souvient des appels mystérieux et décide d'écouter courageusement les messages vocaux laissés. Le contenu de ces messages est extrêmement troublant et profondément dérangeant. L'homme au téléphone répète les paroles d'une chanson inappropriée dans divers accents différents. Il dit son nom personnel plusieurs fois et prononce des choses étouffées qui ressemblent quelque peu à des menaces directes et du harcèlement sexuel général et explicite. Il semble également avoir de grandes difficultés techniques à raccrocher correctement le téléphone. Sarah effectue alors une recherche Google sur le numéro de téléphone qu'il avait appelé immédiatement. Littéralement 1 ou 2 secondes après les 5 appels bloqués et messages vocaux qu'elle assume logiquement provenir de la même personne malveillante. Sarah s'arrête net quand elle voit les résultats de recherche. Oui, c'était effectivement Michael, ou Mike, comme elle l'avait connu pendant cette période terrifiante. Sarah est pratiquement certaine qu'il a appelé 5 fois en bloquant intentionnellement son numéro. Puis il a accidentellement rappelé en oubliant de bloquer son numéro et a raccroché une fois qu'il a réalisé sa bévue révélatrice. Pour conclure cette histoire terrifiante, Sarah n'a absolument aucune idée de comment Mike a réussi à obtenir son nouveau numéro de téléphone portable, son vrai nom ou quoi que ce soit d'autre concernant ses informations personnelles. Elle peut seulement conclure qu'il a peut-être réussi à récupérer son nom en écoutant secrètement un de ses appels téléphoniques au parc des mois auparavant. Étant donné que Mike était suffisamment fou et instable pour penser que photographier et harceler des femmes dans un parc public était un comportement acceptable et complètement normal. Sarah ne mettrait pas l'écoute de conversations privées ou l'espionnage au-delà de ses capacités et de sa détermination obsessionnelle. Mais comment il a exactement obtenu son numéro de téléphone portable reste complètement inexplicable et mystérieux. Mike et Sarah n'ont aucun ami mutuel et, comme elle l'a souligné précédemment, elle avait pris de très fortes précautions pour ne révéler aucune de ses informations personnelles durant leurs échanges. Sarah a depuis bloqué définitivement son numéro de téléphone. Heureusement, rien d'autre ne s'est passé depuis novembre, mais cette expérience lui a appris à être encore plus vigilante dans sa vie quotidienne.